Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire assez folle, celle de la grande course à l'Internet, qui a complètement défini le monde numérique dans lequel on vit. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi une connexion est super rapide ou alors très lente, chère ou au contraire abordable? Et pourquoi certains pays sont fibrés de partout et d'autres pas encore? Eh bien, figurez-vous que rien de tout ça n'est dû au hasard. C'est le résultat de stratégies nationales, de véritables guerres commerciales et de choix technologiques qui ont directement façonné notre présent. Allez, on attaque. Et pour commencer, retour au début des années 2000. À cette époque, la France, c'était la reine incontestée du haut débit. Un vrai modèle pour tout le monde. Tout a démarré assez timidement en 1999 avec des offres qui étaient, disons-le, assez chères. Mais le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est 2002. Cette année-là, il y a deux révolutions en une. Le dégroupage et l'invention de la fameuse box par Free. Ce petit boîtier magique qui regroupait tout, Internet, la télé, le téléphone, a changé la donne et a permis à la France d'exploser les compteurs. 10 millions d'abonnés dès 2006. Le dégroupage, c'est le concept clé à comprendre. En gros, la régulation a forcé l'opérateur historique France Télécom à ouvrir son réseau de fils de cuivre à tout le monde. Et ça a permis à de nouveaux acteurs comme Free de débarquer et de proposer des offres ultra agressives. C'est cette concurrence féroce qui a rendu l'Internet rapide et abordable pour des millions de foyers. Et le résultat? Il est juste sans appel. En 2010, un chiffre incroyable. 93% des connexions haut débit en France, c'était de l'ADSL, une maîtrise quasi totale de cette technologie. C'était un succès retentissant. Mais voilà, le truc c'est que, pendant que la France polissait sa couronne de championne de la ADSL, une toute nouvelle course, bien plus rapide, avait déjà commencé ailleurs dans le monde. La course à la fibre optique. Et là pour le coup, la France n'était pas en tête. Loin, très loin de là. Ce graphique illustre ça à la perfection. Regardez bien, on est en 2010. La colonne de la France est quasi entièrement bleue. Ce bleu, c'est l'ADSL. On voit bien la domination écrasante. On était les rois du fil de cuivre, il n'y a pas de doute. Mais alors, le contraste est saisissant quand on regarde ce deuxième graphique de la même année. Là, c'est le choc. Ça montre la couverture en fibre optique. Et la France, elle est où? Tout en bas, à gauche, pratiquement à zéro. C'est fou. Pendant qu'on était les rois de l'ADSL, on avait complètement manqué le départ de la course à la fibre. Bon, changeons complètement de décor. Allons voir au Japon, où l'approche a été radicalement différente. Dès 2001, l'ambition était là, affichée noir sur blanc au plus haut sommet de l'État. Ce n'est pas juste une question de marché, non, c'était une véritable stratégie nationale pour faire un bond technologique et devenir le leader mondial. Le succès du Japon, en fait, il repose sur un cocktail de trois choses. D'abord, un gouvernement qui a vraiment mis le paquet. Aide financière, avantages fiscaux. Ensuite, une concurrence féroce qui a obligé l'opérateur historique, NTT, à investir des sommes folles dans la fibre. Mais le vrai coup de génie, c'est une petite règle toute simple. Pour passer à la fibre, on pouvait enfin se débarrasser de son vieil abonnement téléphonique. Ça a rendu l'offre irrésistible. Et la preuve visuelle que cette stratégie a cartonné, elle est sur ce graphique. C'est limpide. Regardez la ligne rouge de la fibre. En 2007, hop, elle croise et dépasse celle de la DSL. En à peine 6 ans, la fibre était devenue la norme au Japon. Un pari stratégique totalement réussi. Allez, on change de continent, direction les États-Unis, où la stratégie n'a pas été dictée par un plan de l'État, mais par une guerre sans merci entre des géants de l'industrie. Aux États-Unis, le moteur de tout ça, c'est la guerre. Une guerre commerciale entre deux types d'acteurs qui se battaient pour une seule chose, le contrôle du salon des Américains. D'un côté, il y avait les compagnies de téléphone comme Verizon. Leur réseau cuivre était si mauvais qu'elles ne pouvaient pas offrir de télé de qualité. Leur seule option pour survivre, investir des milliards dans la fibre pour proposer des offres complètes. Et de l'autre côté, les géants du câble comme Comcast. Eux, ils avaient déjà la télé, mais ils ont dû améliorer massivement leur réseau pour ne pas se faire écraser sur la vitesse d'Internet. Et cette compétition, elle s'est jouée sur les fameuses offres triple play. Internet, TV, téléphone. Comme on le voit sur ce tableau de 2010, les opérateurs fibres, comme Verizon, pouvaient proposer de meilleurs débits et plus de chaînes pour moins cher. C'était un avantage énorme dans cette bataille. Et on arrive au point crucial, ce chiffre, $150. C'était le revenu mensuel moyen pour un client triple play aux États-Unis, des prix bien plus élevés qu'en Europe qui ont directement financé les investissements colossaux nécessaires pour déployer la fibre à grande échelle. En gros, c'est le marché qui a payé la facture, pas l'État. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois histoires? Eh bien, on a 3 pays et 3 stratégies radicalement différentes pour construire l'Internet de demain. On a donc 3 modèles bien distincts. La France, c'est l'optimisation. On a pris une technologie existante et on l'a poussée à son maximum. Le Japon, c'est le grand saut planifié. L'État a orchestré un passage direct vers le futur. Et les États-Unis, c'est la guerre de marché. Une bataille brutale entre concurrents qui a forcé des investissements massifs. Il faut vraiment comprendre que ces choix, faits il y a plus d'une décennie, ont un impact direct sur notre quotidien numérique.
La vitesse de la connexion, son prix, sa disponibilité, tout ça c'est l'héritage direct de cette course effrénée. Et tout ça nous amène à la question finale. Parce qu'une nouvelle course est déjà lancée. La course vers des vitesses encore plus folles, 10 gigabits et même au-delà. Alors, quel modèle va l'emporter cette fois? L'optimisation, la planification par l'État ou la guerre de marché? L'avenir de l'Internet est en train de s'écrire maintenant et les leçons du passé sont plus importantes que jamais.